Quand vous imaginez une armée médiévale, une image précise vient. Des bannières fouettées par le vent, des rangs de fer avançant sur un sol gelé, un roi à cheval, drapé de fourrure, décidant du sort des royaumes depuis sa selle. Cette image, on vous l'a construite très délibérément. La réalité était bien plus dure que ce que l'histoire vous a appris. Car ce qui décidait vraiment si une armée survivait à une campagne d'hiver et prenait un château, ou cessait simplement d'exister sur le terrain, ce n'était pas l'ennemi vers qui elle marchait, ni le siège, ni la maladie, ni l'ennemi à la porte, le sol. Le sol sous le corps de chaque soldat allongé dans un champ de janvier jouait contre lui, selon une logique physique dont la plupart des gens aujourd'hui n'ont jamais entendu parler. Et les soldats qui s'en sortaient, ceux qui revenaient de campagne où leurs compagnons finissaient sous la terre gelée, employaient une technique qui vous coûte exactement 0 à reproduire ce soir. Aux États-Unis, l'industrie des loisirs de plein air génère plus de 20 milliards de dollars de ventes de matériel chaque année, d'après le rapport annuel sur l'économie des activités outdoor de l'Outdoor Industry Association. Une part importante de cette somme vient des systèmes de couchage, tapis, matelas et barrières isolantes, conçus pour régler exactement le même problème que les soldats médiévaux réglaient avec ce qui poussait dans le champ d'à côté. Les soldats médiévaux payaient rien. Et si vous n'en entendez parler que maintenant, précisément à l'époque où la version gratuite est devenue gênante, vous allez comprendre pourquoi dans une trentaine de secondes. Il y a une décision précise qu'ont prise les ingénieurs médiévaux et qui séparait les soldats qui se relevaient à l'aube de ceux qui ne se relevaient pas. Pas le matériau, pas la météo. Une décision. Elle arrive. Le jour où le matelas de couchage commercial est arrivé sur le marché, le jour où la mousse à cellules fermées a été brevetée puis vendue dans les années 1960, l'ancienne solution n'a pas disparu parce qu'elle avait cessé de marcher. Elle a disparu parce qu'on ne pouvait pas la facturer. Impossible de mettre de la fougère sèche dans un catalogue. Impossible de la vendre avec marge. Impossible de convaincre un client d'en racheter tous les 3 ans parce que la nouvelle version affiche une meilleure résistance thermique sur l'étiquette. Le consommateur moyen dépense entre 40 et 300 dollars rien que pour un matelas de sol, d'après les prix publiés par les grands vendeurs d'équipements outdoor, et cet achat revient tous les quelques ans. Les royaumes qui n'avaient pas les moyens de subir l'échec de la mauvaise méthode ne peinaient pas. Ils ne peinaient pas. Ils mouraient. Orderic Vital, dans son Thomhistoria Ecclesiastica, achevé vers 1141, documente la dévastation du Nord, la campagne d'hiver de Guillaume le Conquérant en 1069 et 1070 dans le nord de l'Angleterre, et rapporte la mort d'hommes, non pas au combat, mais à cause des conditions de campagne hivernale. En janvier, le sol froid tuait des soldats avant même que l'ennemi ait le temps de les atteindre. Ceux qui survivaient savaient quelque chose que les morts ignoraient. Ce que l'industrie du matériel a compris, et qu'il faut dire clairement, n'a rien d'un complot. C'est de l'arithmétique. Une technique gratuite ne génère aucun revenu. Une technique emballée en mousse à cellules fermées et donnée pour moins 15 degrés peut en générer des milliards. Le cycle de facturation n'avait tout simplement pas de place pour le gratuit. Mais voici la question que l'industrie espérait que vous ne poseriez jamais. Comment exactement ça marchait? C'est ce qui vient maintenant. Ce n'est pas une idée nouvelle. L'auteur militaire romain Végès a décrit la préparation de surfaces de couchage isolées et le choix d'un sol sec dans son Epitoma Rei Militaris, rédigé vers 390. Ce texte a été recopié plus de 300 fois dans les monastères et bibliothèques royales de l'Europe médiévale, ce qui en faisait le manuel militaire le plus diffusé du monde médiéval, comme l'a recensé N. P. Milner dans sa traduction de 1993 pour Liverpool University Press. Tout commandant militaire sérieux en Europe médiévale en possédait un exemplaire ou en avait lu un. Ce n'était pas un savoir populaire transmis autour d'un feu de camp, c'était une doctrine de commandement inscrite dans le texte militaire le plus diffusé du continent. Le manuel militaire byzantin, connu sous le nom de Strategikon, composé vers 600 et attribué à la cour de l'empereur Maurice, nous est parvenu en manuscrit complet et a été traduit par George Dennis pour University of Pennsylvania Press, publié en 1984. Le Strategikon présente la préparation du sol en campagne d'hiver comme une question de survie relevant du commandement. Pas un choix de confort personnel, pas quelque chose laissé à l'initiative des soldats, mais un ordre militaire au même niveau que les formations de marche et les protocoles de siège. Les armées médiévales qui ignoraient cela ne peinèrent pas. Elles ne peinaient pas. Elles mouraient. Jean Froissart, dans ses Chroniques, vers 1370 à 1400, raconte la campagne d'hiver d'Édouard III d'Angleterre en France durant 1359 et 1360, ce que les historiens appellent la campagne de Reims. Froissart rapporte des soldats morts sur le terrain, non de la résistance française, mais des conditions du sol lui-même pendant l'un des hivers les plus froids du XIVe siècle. L'armée anglaise avait des chefs expérimentés,
Elle avait des vivres, elle avait la laine, le fer et le nombre. Dans ces champs-là, ce qui séparait la survie de la mort, c'était la préparation du sol. On ne peut pas vendre un abonnement à un champ de fougères. On peut vendre un matelas de sol avec une nouvelle note tous les 3 ans. Ce n'est pas faux, c'est gênant. Une technique médiévale intacte ne se facture pas. Un tapis en mousse à cellules fermées à 40 $ peut être expédié en 2 jours, ouvré avec retour gratuit. Ce que les ingénieurs médiévaux avaient compris là-dessus, et ce que vous allez reproduire pour exactement rien, commence par un principe physique si simple qu'il tient en une phrase. Le sol vous vole votre chaleur. Empêchez-le. Voici le chiffre à retenir. Le Strategicon de Maurice décrit des campagnes d'hiver où des armées de milliers d'hommes manœuvraient sur la frontière byzantine dans des conditions où un sol mal préparé tuait avant même le contact avec l'ennemi. Dans son analyse de 1984, publiée par University of Pennsylvania Press, George Dennis montre que les protocoles hivernaux du Strategicon étaient des impératifs de survie fixés par le commandement. Pas des conseils, des ordres permanents. Chacun de ces soldats réglait ça sans payer personne. Sans facture, sans fournisseur, sans contrat d'entretien. Les campeurs d'aujourd'hui dépensent de 40 à 300 $ pour reproduire le même effet isolant. Les soldats médiévaux payaient rien. La physique n'a pas changé d'une seule variable depuis l'an 600 de notre ère. C'est là, au sol, autour de vous, maintenant. Et presque personne ne s'en sert. Vous avez ça sous les yeux depuis toujours, sans jamais faire le lien. Vous savez qu'une poêle en fonte garde la chaleur longtemps après qu'on a coupé le feu. C'est parce qu'un matériau dense emmagasine la chaleur et la relâche lentement. Vous l'avez vu chaque fois que vous avez cuisiné. Vous savez qu'un pull en laine reste chaud même un peu humide. C'est parce que ces fibres piègent de minuscules poches d'air immobile. L'air conduit très mal la chaleur. Le pull ne vous réchauffe pas. Il empêche l'air de vous voler votre chaleur. Vous portez ça depuis toujours. Vous savez que poser le pied nu sur un carrelage froid est brutal, alors qu'un tapis sur ce même sol, à la même température, paraît presque chaud en comparaison. Même pièce, même température. Le carrelage vous aspire la chaleur du pied comme une bonde aspire l'eau, tout de suite et sans arrêt. Le tapis, non. Vous avez senti cette différence toute votre vie sans qu'on vous l'explique. Le sol fait ce que fait le carrelage, mais environ 20 à 30 fois plus fort, d'après les valeurs de conductivité thermique publiées dans Fundamentals of Heat and Mass Transfer de Frank Incropera et David DeWitt. Un sol humide évacue la chaleur de votre corps bien plus vite que l'air froid seul. Un sol gelé, c'est pire. Un sol mouillé, pire encore. Voilà pourquoi un sac de couchage donné pour -20 échoue si vous vous allongez directement sur un sol froid. Il est conçu pour piéger l'air autour du corps. Il le fait très bien. Mais il ne fait rien contre ce qui se passe sous vous. La fuite continue de votre chaleur par chaque point de contact entre votre dos, vos hanches et la terre. Cette fuite dure toute la nuit. Dans les heures, juste avant l'aube, quand le sol atteint son point le plus froid et que votre corps brûle le moins de carburant pour compenser, cette fuite a déjà gagné depuis 6 heures. L'industrie de l'équipement a réglé ça avec un matelas. Une vraie solution. Chère, récurrente, remplaçable. La solution médiévale, c'est de comprendre exactement pourquoi ce matelas marche, puis de recréer le même effet avec ce qui est déjà sous vos pieds. La plupart des gens qui essaient de refaire ce que faisaient les soldats médiévaux se trompent sur un point. C'est la première étape. Et c'est la différence entre se réveiller et ne jamais se réveiller. Voilà ce qu'il vous faut. Je vais être franc avec vous sur chaque chiffre. Des végétaux secs, fougères aigles, bruyères sèches, litières de feuilles sèches, herbes sèches ou branches de pin avec leurs aiguilles. Coût ? Rien. C'est vraiment tout. Aucun achat, aucun magasin, aucun quête à monter. La version médiévale de cette technique exige exactement une seule chose qu'on ne peut pas acheter. Savoir ce que fait vraiment l'épaisseur, ce que veut vraiment dire sec, et comment monter la structure pour qu'elle tienne toute la nuit. L'industrie de l'équipement n'avait aucun intérêt à ce que vous sachiez ça. Elle vous a vendu le produit à la place, et le savoir a disparu avec. La plupart des gens qui essaient se trompent sur un point. C'est la première étape, et c'est la différence entre survivre à une nuit à -20 et mourir à cause de quelque chose qui ressemblait à une litière. Voilà l'erreur que presque tout le monde fait. Ils pensent que le but, c'est de couvrir le sol. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de construire un mur d'air piégé. La matière végétale, seule, ne vous isole pas. Ce sont les poches d'air bloquées entre les tiges et les fibres qui font le travail. Le même principe qui rend un pull en laine chaud. Pas la laine elle-même, mais l'air immobile que la laine garde contre la peau. Le même principe qui rend un double vitrage plus chaud qu'un simple, c'est l'espace entre les couches qui isole, pas le verre lui-même. Ce que vous construisez n'est pas un matelas. Vous construisez une barrière d'air immobile entre votre corps et la terre conductrice.
Dès que cette distinction devient claire, chaque étape du processus prend un sens total et immédiat. Les armées médiévales qui ne comprenaient pas ça faisèrent des couches fines et plates de végétaux, puis gelaient quand même dessus, avec la même fougère, la même bruyère dans les mêmes conditions, que celles qui permettaient à des unités mieux formées de rester en vie pendant la même nuit, dans le même champ. Le matériau était le même, la géométrie était fausse, montée là comme la plupart des gens, mince, plate, ramassée à la va-vite sans réfléchir, et vous obtenez ce qu'ont eu les soldats de la chronique d'Orderic Vital. Montez là à la médiévale, et vous obtenez ce qu'ont eu les unités de campagne byzantines. Un matin. Voilà comment la construire correctement. Première étape. Choisissez le matériau le plus sec possible. Prenez-en une poignée entre les paumes. Une plante parfaitement sèche fait un léger bruit sec, presque de papier froissé, et casse net si on la plie sur elle-même. Ce claquement, c'est celui de fibres sans humidité. Des fibres qui gardent encore de l'air entre elles. Une matière qui plie sans casser, paraît fraîche, un peu dense et lourde pour son volume, garde encore de l'eau dans ses cellules. Écartez-la complètement. Dès que votre poids s'y pose, l'humide écrase les poches d'air. Une fougère mouillée sur sol gelé transmet le froid aussi bien que le sol gelé dessous. Dans cette méthode, rien ne sauve un matériau mouillé. Le sec, c'est toute la première décision, et c'est celle que la plupart bâclent. Deuxième étape. Montez la couche jusqu'à la profondeur de votre avant-bras. Du coude au poignet, environ 45 cm de matière aérée avant tassement. Après une nuit entière sous votre poids, il restera à peu près 20 à 25 cm d'épaisseur isolante comprimée sous le tronc. Avec de la fougère sèche ou de la bruyère sèche, cette épaisseur comprimée coupe la conduction du sol avec une efficacité comparable à celle des tapis de sol modernes en mousse, à cellules fermées, dans des températures similaires, d'après la résistance thermique des matériaux organiques en vrac relevés dans des travaux de sciences du bâtiment publiés dans la revue Energy and Buildings. Disposez la matière en angles qui se chevauchent, pas en plaques plates empilées. En angles chevauchés, comme la paille posée par un chaumier sur un toit médiéval, en biais, chaque couche s'emboîtant dans l'autre. Des couches plates se tassent en dalles sous le poids du corps et font disparaître l'essentiel de l'air dès la première heure. Des angles chevauchés gardent une structure en 3 dimensions sous une compression continue. Cette structure préserve les poches d'air. Ici, c'est la géométrie qui travaille, pas la quantité. Le lit fini doit dépasser un peu votre taille totale et être plus large que vos épaules d'une largeur de main de chaque côté. Troisième étape. L'étape suivante est celle que la plupart sautent. C'est aussi celle qui a fait la différence entre une garnison capable de tenir toute une campagne d'hiver et une autre qui perdait des hommes au froid avant même le premier combat. Relevez les bords. Votre corps n'est pas plat. Sous les hanches et les épaules, votre poids comprime la couche isolante plus fort que sous les reins ou les mollets. Les bords, là où un bras ou une hanche bascule un peu vers l'extérieur pendant le sommeil, sont l'endroit où l'air s'écrase d'abord. Le froid entre par les bords avant d'entrer ailleurs. Le Strategicon de Maurice précise que les soldats devaient former un léger rebord surélevé autour du contour du corps sur leur couche. Pensez au bord d'un nid d'oiseau relevé tout autour. Ce rebord n'est ni décoratif, ni là pour le confort. Il garde la poche de chaleur au contact du corps pendant des heures de mouvement inconscient. Remontez l'excédent de matière sur les bords jusqu'à la hauteur d'un point fermé. Cette petite paroi attrape les flancs du corps et garde la couche isolante fermée pendant les heures les plus froides avant l'aube, quand la chute de température est la plus forte et que votre corps brûle le moins d'énergie pour y répondre. Quatrième étape. Testez la couche avant de vous y allonger pour la nuit. Posez la paume à plat sur la surface et gardez-la immobile en comptant jusqu'à 5. Pas 2. 5 secondes pleines. Si vous sentez le froid commencer à traverser avant 5, il faut plus de matière, une matière plus sèche ou les deux. Ajoutez-en. Recommencez. Ce que vous cherchez, c'est une sensation neutre, ni chaud ni froid, après 5 secondes pleines de contact. Cette neutralité, c'est la conduction interrompue. Votre paume est chaude, le sol est froid. Si la couche fait son travail, aucune des deux températures n'atteint l'autre. 5 secondes de neutralité confirment que la technique est prête. Pas de thermomètre, pas de matériel. Une paume et un compte jusqu'à 5. Voilà le test de terrain. 5e étape. Allongez-vous et restez parfaitement immobile pendant 2 minutes pleines avant de faire le moindre réglage. C'est l'étape la plus difficile. Pas physiquement, elle ne demande rien à vos muscles. Elle est difficile parce que les 2 premières minutes semblent mauvaises. La matière est à la température ambiante, la même que l'air autour. La chaleur du corps ne s'est pas encore accumulée dans les poches d'air sous vous. La première sensation est froide, et le froid donne l'impression d'un échec. Ce n'est pas un échec, c'est la phase de charge.
2 minutes, c'est le temps qu'il faut pour que la chaleur du corps commence à s'accumuler dans l'air piégé sous vous. Vous sentirez une transition nette, un moment précis où la sensation passe du froid qui s'échappe à la chaleur qui revient. Cette transition est physique et impossible à manquer. Quand vous la sentez, la technique est pleinement enclenchée. Restez immobile. Protégez la poche d'air que vous avez créée. La méthode fait alors exactement ce que le stratégicon de Maurice prescrivait à des soldats postés sur le sol gelé des frontières byzantines il y a 1400 ans. Cette transition, c'est la technique. Tout ce qui vient avant n'est que préparation. Une unité de ce type permet à une personne de tenir une nuit. Ce qu'une famille de 4 peut faire avec 4 de ses couches dans un abri commun, et ce que les moines cisterciens de l'abbaye de Rivaux ont fait avec le même principe appliqué à l'échelle d'une communauté entière traversant les hivers anglais dans les Landes du North Yorkshire, change complètement votre façon de voir le problème. L'abbaye de Rivaux a été fondée en 1132, dans l'une des vallées les plus exposées et les plus froides du nord de l'Angleterre. Sa communauté, plus de 140 moines à son apogée sous l'abbé Aelred, qui dirigea l'abbaye de 1147 à 1167, maîtrisait délibérément son environnement thermique et à grande échelle. Les sols du dortoir intégraient des couchages surélevés au-dessus de la pierre, créant un vide isolant entre les dormeurs et le sol de pierre conducteur dessous, comme le montrent les vestiges encore visibles relevés par English Heritage dans ses études publiées du site. Le principe était exactement celui de la technique de terrain du stratégicon. Couper la conduction du sol, piéger l'air, supprimer totalement la fuite. Aelred de Rivaux, dans son Speculum Caritatis, rédigé vers 1143, décrit les conditions matérielles de la vie à Rivaux en des termes qui rendent concret et limpide le rapport de la communauté au froid. Ce n'étaient pas des hommes indifférents à l'hiver. C'étaient des hommes qui avaient résolu l'hiver avec les matériaux qu'offraient les North Yorkshire Moors, durablement, collectivement, à grande échelle, et qui avaient bâti leur architecture autour de cette solution. 140 personnes, des hivers anglais, un fonctionnement continu pendant des siècles. Pas de facture, pas d'infrastructure, pas besoin de demander la permission à qui que ce soit. Il y a une condition où ça marche moins bien. Les ingénieurs médiévaux le savaient, et la façon dont ils l'ont résolu est la dernière chose de ce script. Le vent. Si le vent atteint la couche isolante pendant votre sommeil, l'air piégé s'échappe du matériau en continu toute la nuit. Peu importe l'épaisseur de la couche, ou le degré de sécheresse du matériau. L'air en mouvement arrache la chaleur d'un matériau poreux, comme le souffle qui passe sur une soupe brûlante la refroidit aussitôt, en remplaçant l'air chaud par de l'air froid, plus vite que votre corps ne peut réchauffer l'espace. Le stratégicon de Maurice l'aborde directement dans ses protocoles de campagne d'hiver. Le texte précise que les soldats doivent choisir un sol protégé naturellement du vent, un flanc de colline, une lisière d'arbres, un mur ou une légère cuvette du terrain, et orienter leur couchage du côté abrité. S'il n'existe aucun écran naturel, le stratégicon ordonne aux soldats d'en construire un avec les matériaux disponibles avant de préparer le couchage. Des branches coupées empilées jusqu'à la taille. Un petit bourrelet de terre, l'équipement aligné face au vent. Le coupe-vent n'était pas facultatif, et il n'était pas là pour le confort, parce qu'un soldat qui comprenait la physique savait que l'isolant n'était efficace qu'à une condition, que l'air reste dedans. Air en mouvement, plus d'air piégé. Plus d'air piégé, et la fuite vers le sol continue, quelle que soit l'épaisseur ou la sécheresse de la couche. Le coupe-vent vient avant le lit, voilà l'ordre. On protège d'abord l'air. Ensuite, on construit le lit pour soi. Médiéval, vérifié, gratuit. La physique a toujours été là, elle attendait juste que quelqu'un s'en serve. L'abbaye de Rivaux est toujours debout dans le North Yorkshire. Les versants qui l'abritent n'ont pas bougé. Vous pouvez marcher sur le sol du dortoir où plus d'une centaine de personnes ont résolu ce problème sans le moindre produit manufacturé, durant des hivers qui ne se sont pas adoucis depuis qu'Aelred foulait ce même sol au XIIe siècle. Vous pouvez lire ces mots dans la chronique qu'il a laissée. Le stratégicon existe toujours sous forme manuscrite dans les bibliothèques européennes. Les chroniques de Froissart racontent encore ce qui est arrivé aux armées qui se sont trompées là-dessus pendant l'hiver 1359. Orderic Vitalis consigne encore les noms d'hommes morts de froid en janvier 1070, avant même qu'un ennemi s'approche d'eux. La physique n'a pas changé d'une seule variable depuis que tous ces hommes ont posé leurs plumes. Ce que vous avez construit ce soir fait exactement la même chose. Je ne sais pas ce qui vous a conduit ici. Ça n'a pas d'importance. Ça marche dans tous les cas.